Bien le bonjour, c'est Max, avec mon ami et co-animateur Rayhan. Ici, on est deux étudiants avec une grande volonté. Changer le monde. Bienvenue sur le podcast Agir maintenant, qui cherche à comprendre comment, à notre échelle, nous pouvons avoir un réel impact face aux grands enjeux mondiaux. Guerre, génocide, réchauffement climatique, injustice sociale, etc. Ici, on s'informe, on réfléchit et surtout, on agit. Je pense que c'est good. Eh ben, bonjour Sarah, comment ça va ? Ça va bien, toi ? Très bien, très bien. On est aujourd'hui avec Sarah de Saguenay-Palestine. On va aborder justement ce sujet-là, la Palestine, ce qui se passe actuellement là-bas, sous différents angles. Mais d'abord, Sarah, est-ce que tu peux me décrire brièvement ton mouvement ? Oui, Saguenay pour la Palestine, c'est un mouvement par et pour les gens du Saguenay qui sont pour la fin du génocide en Palestine, puis pour qui la condition palestinienne est importante. On se mobilise pour une Palestine libre et pour un Saguenay, un Québec, un Canada qui arrête son soutien et sa complicité dans l'apartheid, le génocide et la colonisation de la Palestine. Principalement, c'est où vous agissez ? C'est quoi votre rayon d'action ? C'est vraiment dans le Québec, puis plus précisément au Saguenay. J'imagine. Saguenay-Palestine, ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as rejoint ce mouvement ? C'est quoi le déclic qu'il y a eu un petit peu ? C'est quand j'ai appris l'histoire d'Ahmed Manasra. Donc, en 2015, c'est un petit garçon de 13 ans avec son cousin qui sont accusés de meurtre sur un colon israélien. Son cousin a été tué sur le coup et lui a été arrêté, interrogé sans ses parents, sans des avocats présents, à seulement 13 ans. Donc là, on a une vidéo qui est publique, facile à trouver, où est-ce que durant l'interrogatoire, on lui criait dessus, on l'insultait. On voyait clairement que l'enfant n'était pas très bien dans la situation, n'était pas en mesure de vraiment y répondre. Par la suite, il a été mis en isolement pendant 2 ans. Donc, sans voir personne, ce qui est quelque chose de très grave, surtout qu'il avait seulement 13 ans. Puis par la suite, j'ai appris énormément sur la condition de ce qui est appelé les prisonniers palestiniens, qui sont souvent retenus sans procès, qui sont torturés, privés de nourriture, privés de toilettes, qui sont privés de pas mal tout. Et récemment, il y a beaucoup de Palestiniens libérés qui disent avoir eu des sévices sexuels, notamment des viols. Il y a énormément de tortures. Puis récemment, ça a été voté qu'il va pouvoir y avoir des exécutions de prisonniers palestiniens. Notamment, juste le dire, il y a à peu près 10 000 de ces prisonniers palestiniens que nous, on ne conçoit pas nécessairement comme étant des prisonniers. Puis, dans ça, il y a 400 enfants à peu près. Le terme prisonnier otage est très polémique. Exactement. Et c'est compréhensible. À quel moment on dit que si c'est un prisonnier s'il n'a pas eu de procès ? Exactement. Mais donc, ce déclic, il est arrivé petit à petit face aux informations que tu as pu avoir. Et tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment chaud un petit peu ce qui se passe. Oui, vraiment. Et t'es rentré dans le mouvement comment ? Ça s'est fait instinctivement ? T'as cherché sur Instagram ou... En fait, moi, auparavant, j'étais pas ici au Saguenay, j'étais ailleurs et je faisais partie de d'autres organisations pour les droits palestiniens, entre autres. Puis quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que il y en avait pas au Saguenay. Donc avec d'autres gens, on a commencé à en parler, on a décidé ensemble de fonder Saguenay pour la Palestine. Ok, tu fais vraiment partie des fondatrices oui. De ce mouvement. C'est beau déjà, bien joué, bravo. Merci. Maintenant, cette organisation, elle s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde au Saguenay, qui vivent au Saguenay, mais aussi les Saguenayens d'origine qui sont un peu partout au Québec, au Canada. Si justement elle s'adresse à tout le monde, pourquoi ? Pour nous informer, c'est un peu un média ou c'est plus un... Comment tu décrirais ça ? C'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est partager des informations importantes sur la Palestine, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi qu'est-ce que notre gouvernement fait en notre nom, donc dans quoi l'argent de nos impôts s'en va. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important, que tout le monde au Québec, au Canada, sache que c'est ça. Oui, qu'on paye, mais où est-ce que ça va cet argent ? Qu'est-ce que ça finance et c'est quoi le résultat ? On parlait, tu m'avais dit la CAQ, j'étais pas au courant. Oui.
La CAQ, ils ont ouvert un bureau à Tel Aviv. Oui. C'était quand, sans indiscrétion? C'était en 2023, donc nous, on l'appelle le bureau de la honte, tout simplement parce que c'est honteux pour le Québec d'être là-bas et d'être associé à cette entité-là sioniste raciste. Puis on veut pas que le Québec soit là-bas, point barre. Naturellement, et Oui. je valide. Vous l'aurez compris, hein, ce podcast est engagé. Oui. Là, on parle d'opinion, mais aussi et surtout de faits. Oui. Certains pourront dire que ouais, vous avez pas invité un Israélien sioniste autour de la table et il est où Trump pour donner son avis. Et on comprend, on peut justement se dire qu'on est clivant, et on l'est. Parce que face à un génocide, face à des enfants morts, parfois justement ce relativisme, il est compliqué à aborder. On peut pas. Face à de la violence, face à du viol, face à des aspects qui sont trop lourds pour justement ne pas être clivant, il faut mettre les mots dessus et justement rester clivant face à ce qu'on vit et face à ce qui se passe. Maintenant, une nouvelle question. Si justement t'as pu participer, t'as pu fonder ce mouvement et t'as pu en participer à d'autres, est-ce que tu ressens quand même ce soulagement d'impuissance? Tu vois qu'il y a un parallèle, t'arrives à justement agir face à ce soulagement ou... Oui, vraiment. Quand on a des valeurs, mais qu'on n'agit pas selon nos valeurs, ben ça se fait ressentir dans notre corps, ça se fait sentir mentalement aussi. Et je pense que l'action, c'est l'une des plus belles choses qu'on peut faire. On a beau penser avoir des valeurs, mais si on n'agit pas selon ces valeurs-là, ben elles existent juste dans notre tête. Donc, si pour toi, l'environnement, c'est important, mais il faut agir, il faut en parler. Puis pour moi, c'est la même chose avec la Palestine. Carrément. Si tu avais justement, là on tombe face à un étudiant ou une personne de la population random qui dit oui mais moi je suis personne. Oui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben on est personne tout seul, mais ensemble on a vraiment un grand pouvoir. Donc non, t'es pas seul. C'est beau, j'aime bien. Et ça justement ça vient, et c'est aussi le but du mouvement Agir Maintenant. Casser cette vision de toute façon on peut rien faire, on n'a pas cet impact. Si on n'a pas la volonté de l'avoir, si on n'agit pas, on l'aura pas. Oui. Si on agit, on prend nos responsabilités comme Sarah le fait, comme on le fait ici, et ben là, on va pouvoir espérer, du moins agir pour espérer un monde meilleur. Exact. Maintenant, dans votre communication, qu'est-ce qui aide? C'est quoi, justement? Donc nous, concrètement, on collabore avec d'autres organismes similaires. On partage des pétitions, on partage des manifestations qui ont lieu un peu partout au Québec, notamment dans la ville de Québec, à Sherbrooke, etc., à Montréal aussi. Pour nous, les pétitions sont aussi très importantes. Donc, on veut montrer que les gens d'ici, du Saguenay, sont intéressés à la politique. Puis, on veut que ça se voit pour les politiciens. Puis, on veut que notre avis là, soit pris en compte puis qu'il y ait des actions qui soient faites pour le mouvement. On partage aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des informations sur la Palestine par des Palestiniens pour informer les gens, sensibiliser, montrer aussi quelle est la place du Québec, la place du Canada dans ce qui se passe. On essaie aussi là, vraiment d'informer les gens sur les moyens efficaces de pression, souvent, en fait, tout le temps non violents, comme par exemple le boycott et tout ça. Puis on partage des informations sur les marques à boycotter, pourquoi il faut le faire, puis comment là, le faciliter ça dans le quotidien. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à rejoindre Saguenay pour la Palestine. Je mettrai bien sûr toutes les informations qu'on donne, le plus d'informations possible en description. Tu nous parles justement de boycotter, c'est l'une des solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres pour justement avoir cet impact humaniste sur ce conflit? Oui, j'en ai quelques-unes à proposer. Donc, tout d'abord, l'achat local. Pour nous, c'est vraiment important d'encourager des gens d'ici, de développer notre économie sans encourager là, les grands profiteurs du système, les grandes marques. On peut facilement acheter moins, mais vraiment mieux et fait fièrement au Québec. On évite à ce moment-là vraiment les grandes bannières, les grandes compagnies. Puis, c'est pas mal ça. C'est plus économique sur le long terme, plus écologique, on va dépenser moins mais mieux. On suggère aussi l'achat usagé, donc c'est encore moins cher puis c'est plus écologique. Il y a le boycott, il y a aussi le fait de signer les pétitions. Et le plus important pour nous, c'est de parler. Pour nous, c'est important de ne pas se taire. Si quelque chose est important, il l'est sûrement pour les autres autour de toi.
Puis, il n'y a jamais comme un bon moment ou un bon contexte pour parler politique ou parler de choses comme ces valeurs. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'ici, au Québec, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, mais on le fait comme jamais. Puis, on a comme toujours peur de ce que les autres vont dire, comment ils vont nous percevoir. Mais ce droit-là, il doit nous servir. Puis, il n'est pas là juste pour parler comme de la bière et de la température, là. Puis ça peut vraiment mener à un changement et rester silencieux, ça fait juste contribuer à ce qui se passe. Donc, on est triste, mais on n'en parle pas. Fait que là, tu sais, si personne n'en parle, ben voilà, ça continue. Ouais, c'est sûr, c'est un cercle vicieux. C'est ça. Je tombe souvent, et un peu trop même, face à des étudiants qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas la crédibilité de pouvoir aborder, par exemple, je m'adresse aux étudiants journalistes. Souvent, je les interpelle, je dis c'est quand que vous dénoncez, c'est quand que vous, justement, vous faites des articles qui ont un impact concret, qui ont pour vocation de mettre en lumière des aspects indéniables et des grands enjeux. Et souvent, ils disent, ouais, mais on n'a pas cette crédibilité, on n'est pas quelqu'un. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Mais tu sais, on s'exprime facilement quand il est question de Trump, quand il est question de la situation en Ukraine, mais jamais de la Palestine. C'est comme si on a été formaté pour se dire que c'est difficile d'en parler, que c'est juste pour des experts. Donc, c'est quoi qu'il faut? Il faut que tout le monde ait une maîtrise, un doctorat sur la Palestine. Ben non, c'est un sujet qui touche tout le monde, qu'on le sache ou non, et t'as pas besoin d'être un expert dans la matière pour en parler, comme l'environnement aussi. Ouais, c'est sûr que du coup ça ouvre un petit peu, ça ouvre les portes à tout le monde parce qu'on est tous concernés face à ce qui se passe de partout sur Terre, pas seulement en Palestine, mais ailleurs encore. Mais malheureusement aussi, il y en a parfois qui l'ouvrent sans être méchants et qui désinforment. Je pense à Trump naturellement, mais je pense aussi à d'autres. Qu'est-ce qu'on fait face à cette fake news, face à cette désinformation? Comment on doit l'accepter? Si par exemple je parle à quelqu'un et il me dit ouais mais regarde Trump il a dit ça, comment on réplique? C'est sûr que tu sais la communication c'est une arme qui va être c'est ça. La communication c'est une arme qui va être utilisée pour convaincre que notre point de vue c'est le meilleur. Donc nous ce qu'on suggère à Saguenay pour la Palestine, puis ce qu'on recommande, c'est d'aller voir différents médias. Donc oui, d'aller voir les médias traditionnels comme Radio-Canada, TVA Nouvelles, le Journal de Montréal de Québec, mais on dit aussi d'aller voir d'autres médias comme Al Jazeera et aussi des gens sur le terrain, donc des Palestiniens, d'aller écouter ce que eux ont à dire, parce que c'est eux qui vivent ça. On en a certains à recommander, notamment Bissan Aouda, qui est très connu. Il y avait aussi Anas El Sharif, Osam Shabat, Mohamed Mansour, Salah Al-Jafarawi, Hind Koudari, mais la majorité ont été assassinés. Donc, juste comme une petite parenthèse, là. Il y a environ 232 journalistes qui ont été assassinés par Israël. Et juste pour mettre en contexte, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était environ 60 à 80. Donc, on voit vraiment à quel point ils sont comme touchés, là. Exactement. Et quand on entend une nouvelle, ce qui est important aussi, c'est de se poser, de pas réagir tout de suite. Tu sais, on prend le temps d'y penser, on prend le temps d'aller voir ailleurs. Puis souvent, les médias traditionnels, comme par exemple Radio-Canada, ils vont prendre les mots d'Israël et les partager directement sans aller regarder la véracité et le bien fondé de ce qui est dit, sans regarder le contexte aussi de la situation. Donc, c'est important d'aller compléter cette recherche-là par d'autres, notamment aussi là, des organismes humanitaires comme les Voix juives indépendantes ou Independent Jewish Voices, Amnesty International, UNRWA, l'ONU, le ICC, le ICJ. Donc, on partage pas tout de suite là, une information, on attend, on prend le temps d'y penser. Ok, ouais, c'est d'autant plus compliqué sous notre génération avec les réels, TikTok, parce que on a tellement d'infos à la minute que c'est compliqué d'aller tout fact-checker. Oui, c'est sûr. Mais nécessaire, hein, si on veut justement avoir une crédibilité dans nos pensées, dans notre manière de faire. Oui, exactement. Là, tu nous as partagé justement des journalistes palestiniens. Malheureusement, tu nous as aussi parlé de Radio-Canada, mais on est sur des médias, les médias gouvernementaux, là c'est de l'opinion, je le prône, qui justement
se veulent neutres, abordent le sujet de manière neutre, même s'ils disent, justement, on l'a évoqué, des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Oui. Ça aussi, c'est encore à... Oui. C'est une déshumanisation là, constante qu'on vit. Là. C'est ça. Et on a l'extrême droite, qui, on le voit encore plus en Europe, qui se prive pas du tout de dire de la fake news, de l'envoyer à gogo. Et ça fait un peu peur parce que la gauche, si j'ai envie de dire, je dis nous, mais la gauche, elle doit fact-checker. C'est plus, on met 2 minutes à dire une fake news, on en met 20 à fact-checker et se rendre compte que c'est n'importe quoi. Dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que le fact-checking, c'est pas devenu de plus en plus compliqué? Est-ce qu'il y aurait une autre solution, carrément, par exemple, les personnages comme Trump, si je me mets à fact-checker tout ce qu'il me dit ou d'autres, ou d'autres personnalités d'extrême droite, je vais pas m'en sortir, ils disent trop de bêtises à la seconde. Et en moyenne, ils font je ne sais combien de tweets dans la journée. Et qu'on appelle ça, le directeur des communications de Trump, il me semble. Attention à vérifier ce que je dis là. Il disait, on va tellement en envoyer, on va tellement donner d'informations qu'ils sauront plus où donner de la tête. Et à la fin, justement, il y aura cette réalité de, il nous envoie tellement de sauce, il fait tellement de singeries, si j'ai envie de dire, qu'on sait plus où donner de la tête et ça fait un peu tourner. Oui, c'est sûr que c'est un petit peu la situation actuelle. Mais c'est toujours plus important de vérifier et d'être sûr de ce qui est dit. Souvent, là, on nous balance des niaiseries qui sont choquantes aussi souvent pour qu'on ait cette réaction-là tout de suite. Donc, le fait de fact-checker, de prendre du recul, ça nous permet de vraiment prendre une petite pause, de se dire est-ce que ce personnage-là est crédible déjà? Est-ce que c'est quelqu'un ou une entité vraiment que quand elle dit quelque chose, c'est vrai? Ou est-ce que c'est plus je dois faire attention à ce qui est dit et je dois pas réagir tout de suite? Donc, dans le cas de Trump, ça serait ça. Il dit des niaiseries, on le laisse dire des niaiseries et nous, on prend le temps de penser à la situation. Okay. Parlant de situation, je vais aborder une question complexe. Oui. Attention, ici autour de la table, on n'est pas des experts, je le rappelle et je remets les termes, mais on va quand même essayer de pas caricaturer, mais adapter le sujet, le conflit à notre échelle, afin que vous et moi-même, on puisse mieux comprendre ce qui se passe. Donc, si tu pouvais un peu nous expliquer justement ce qui se passe au Proche-Orient, brièvement, mais sans... Oui. Comme tu veux. Donc, en fait, c'est assez simple quand on va au profond de ce qui se passe. C'est du colonialisme, du capitalisme et de l'impérialisme. Donc, si je vous mets dans la situation d'un Palestinien, on imagine demain, il y a quelqu'un qu'on connaît pas, qui vient de je sais pas où, qui te dit, ta maison en ce moment, c'est à lui. C'est plus ta maison à toi. Même si tu as habité là toute ta vie, que ton grand-père a habité là. Par la suite, il te pointe avec un gun pour que tu partes. Il va tuer tes animaux de ferme en passant, peut-être frapper tes enfants, puis couper l'érable qui a vu grandir toi, ton arrière-grand-père, puis ton père. Puis là, tout d'un coup, tu te retrouves avec tes enfants dans la rue, puis il y a personne qui peut t'aider parce que tout ton village, c'est la même chose qui se passe. Donc ça, c'est la Nakba. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait plus de 70 ans en Palestine. À l'international, on imagine une campagne de déshumanisation qui dure des années. Juste le fait que tu es brun, que tu parles arabe, peut-être même que tu es musulman, ça fait en sorte que tu deviens comme une sous-classe d'êtres humains qui est considérée inférieure et aussi comme un peu inculte, archaïque, qui vit dans l'ancien temps. Tu sais, on construit cette image-là. Puis là, il y a besoin d'y avoir un héros qui va te montrer comment faire les choses de la bonne manière. Et là, on apporte cet héros-là qui vient, par exemple, des États-Unis et de l'Occident, et que là, il te dit, là, c'est comme ça que tu dois marcher. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Donc, c'est pas quelque chose qui est très comme... Comment je pourrais dire? Genre... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. C'est culturel. C'est ça, exactement. Mais on va dire que parce que t'es arabe, palestinien ou musulman, par naissance, c'est mauvais. T'es une personne mauvaise qu'on doit gérer. Donc, c'est un petit peu ça avec la Palestine, mais aussi le Proche-Orient. Mais au final,
Quand on regarde ça, la Palestine, c'est un point vraiment stratégique pour l'Occident, pour avoir un contrôle dans tout ce qui est vraiment à l'Orient. Puis la Palestine, là, le climat, il est parfait. Tout peut pousser là-bas. C'est un point vraiment stratégique économiquement. Mais le problème, c'est qu'il y a un peuple autochtone qui habite là. Et ce peuple-là, ben, il veut rester là. Et ça pose problème. Fait que la solution, c'est de les tuer, les disperser et les empêcher de revenir dans leur maison. Puis c'est pas quelque chose qui est nouveau parce que le Canada l'a fait. Et beaucoup de pays européens l'ont fait aussi, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qu'on a vu par le passé et qui se répète encore une fois. Donc, voilà. C'est pas très beau, comme vous l'aurez compris. C'est pas très glorieux pour nous, les humains. Mais bon, on va essayer de changer les choses. Oui. Justement, en parlant de changement, face à cet impérialisme colonial qui est pas mal dégoûtant, face à ces Netanyahou, ces Trump ou cet Occident vorace, c'est quoi la solution un petit peu à adopter, si on peut dire solution? Oui. Ben, la solution, c'est comme ce qui s'est passé en Algérie, c'est la fin de la colonisation et le retour des colons. Donc, on ne veut plus des colons dans la colonie, si on veut. Et on veut que la Palestine soit un pays, autant pour les Palestiniens juifs, les Palestiniens chrétiens, les Palestiniens musulmans et de toute autre confession ou de aucune confession aussi. Donc, c'est vraiment la fin de cet apartheid, du génocide, de la colonisation. Ok, c'est pas un double État, c'est vraiment on revient à l'État de Palestine. Oui. Et là, on a encore, je remets les quatre sous de l'opinion, mais tout est bon à prendre, donc c'est toujours intéressant. Est-ce que, et je pose la question, parce que il y aura pas une forme de complexité, et on a besoin de se poser la question pour avancer, de comment ils vont réussir à cohabiter alors que moi j'ai décimé toute ta famille. Je vais avoir une forme tu vas avoir une forme de rancœur et elle est justifiable et c'est normal. Est-ce que cette cohabitation, elle va se faire, et la décolonisation, est-ce que justement on va les chasser des maisons qui étaient pas les leurs à la base, mais est-ce que c'est pas une forme de... Oui, là, c'est... Oui. Tu sais, en Algérie, c'était plus de 100 ans de colonisation, peut-être même 130 ans. Et ils ont fait la révolution. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays, mais auparavant, c'était une colonie française. Et tous les pieds noirs, donc les colons français qui habitaient là-bas, depuis des fois, tu sais, ils sont nés là des fois, là, leurs parents sont nés là, mais ils sont tous retournés en France, ou presque. Donc, les peuples autochtones ont un droit sur leur terre qui est important et la colonisation peut avoir une fin et ça peut être une belle fin comme en Algérie qu'on prend comme exemple ici. C'est vrai que c'est le parallèle avec l'Algérie est bien fait parce que si ça a duré plus longtemps, c'est que du coup il y a une possibilité. Et en plus, c'est pas moins grand, mais c'est plus petit, donc la Cisjordanie, etc. Donc il y a une capacité réaliste de pouvoir mettre ça en place. Oui. Seulement, on l'aura compris, les médias traditionnels, c'est pas forcément ce qu'ils prônent. Non. Et on entend même des discours parfois qui sont très clivants, mais pas forcément dans le bon sens, on va reconstruire, on va faire des belles villas et ça va être sympa. Ouais, ça arrive. Ce qui va pas être sympa, et même on peut se dire ça va leur jouer défaut dans l'histoire, parce que je dis souvent, l'histoire s'en souviendra de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on a laissé faire. Oui. Donc il y a une forme de responsabilité à nous, essayer de prôner cette solution, de sensibiliser du moins sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis vraiment d'accord. Puis juste comme ça, une petite parenthèse, là. Nous, Saguenay pour la Palestine, ça fait pas longtemps qu'on a fait une page sur Facebook. Puis en quelques heures, c'était des milliers là, de posts qu'on voyait pro-Israël. Donc, des nouvelles en Israël. Vraiment, c'était quand même intense, plus d'une vingtaine par jour. Donc, ils mettent vraiment beaucoup d'argent dans la communication. Puis, on n'entend jamais, par contre, ou très peu, le côté plus palestinien des gens qui sont pro-palestiniens. Fait que, tu sais, comme quelqu'un dans la vie de tous les jours, ça peut être vraiment mélangeant de toujours voir des trucs sur Israël de la bonne manière, puis d'un coup, genre, des gens qui prônent exactement le contraire. Donc, c'est ça. Ils ont rodé un petit peu leur stratégie, ils savent ce qu'ils font, comme on le voit avec la montée de l'islamophobie en France et en Europe, de manière générale, même, je dirais,
En Amérique aussi, ça fait peur parce qu'ils ont une stratégie et elle est bien faite. Moi, si toute la journée je regarde des réels et que je vois des Arabes ou des roux qui tapent des femmes, je vais inévitablement devenir raciste envers les roux, les Arabes. Là, en l'occurrence, en Europe, c'est vachement les Arabes. Et c'est pas réaliste, c'est pas proportionnel à ce qui se passe dans la vraie vie. Après, on nous sort des chiffres du genre, et on a pu en parler aujourd'hui, le taux de criminalité dans les prisons. Oui, mais c'est parce qu'il y a une réalité derrière. C'est parce qu'il y a du contrôle aux faciès, c'est parce qu'il y a, justement, il y a une pauvreté qui est beaucoup plus présente dans certains types de communautés, car elles subissent un racisme systémique, que ce soit pour l'emploi, le logement, ce qui leur amène forcément à pas avoir les mêmes chances, pas avoir les mêmes opportunités et se retrouver dans certaines situations qui sont pas forcément acceptables. On mange pas nos mots ici. Vraiment, ouais, non, mais on le dit, on est clivant, on est d'opinion, on est comme on est et on va pas se taire. Oui. Peut-être que dans l'avenir, on réorientera notre opinion, mais pour l'instant, ce que je dis, je suis prêt à mourir avec. Voilà. Les 3 premières habitudes à prendre pour avoir un impact, est-ce que t'en as? Première habitude, c'est une très bonne question. Boycott. Pour de vrai, boycott. Petite idée, je donne 2-3 petits boycotts. Oui. McDonald's. Oui. Starbucks. Oui. Burger King aussi, beaucoup de fast-food de manière générale, si c'est des grosses fast-food US qui sont reliés à Balcoro, qui sont reliés à machin, ou McDonald's, là en l'occurrence, ils avaient donné des hamburgers Oui, avec des boissons gratuitement aux soldats israéliens. Exactement, des génocidaires, hein, disons-le. Oui. Au-delà de ça, il y a d'autres marques, je vais revenir, j'avais fait une petite affiche. Il y a Coca-Cola, Pepsi, HP, Dell, on sait que c'est plus compliqué, mais déjà l'économie circulaire, acheter local aussi, c'est des solutions qui sont à notre échelle. Puma, qui sponsorise l'armée israélienne, donc on oublie. Booking, qui loue des logements colonisés, donc pas les leurs, vous l'auriez compris. Oui. RBC, TD Assurance et Scotiabank, oui. C'est du financement, c'est-à-dire qu'ils investissent dans de l'armement qui, naturellement, participe à un génocide. Oui. C'est important comprendre qu'il y a pas mal de belles pulls. À chaque fois qu'on met 1 euro, à chaque fois qu'on met 10 ou 20, il y a une partie de cet argent qui va aller justement financer des armes qui vont tuer des enfants. Oui. On en est responsable. On a une responsabilité de choisir où on l'oriente. Et quand on va à McDonald's, maintenant vous le savez, vous pouvez plus l'oublier, plus le dénier, vous prenez la responsabilité de financer des armes qui vont tuer des enfants. Oui. Quelque part. Exactement. D'autres solutions? En fait, je vais juste proposer des manières d'arriver à faire le boycott comme on veut. Donc, il y a des applications qui sont disponibles et en scannant le produit, ça peut nous montrer s'il est boycotté ou non, ou sinon juste avec la recherche de la marque. Donc, on a No Thanks, qui est faite par des Palestiniens. Après ça, on a l'application qui est directement liée au mouvement Boycott, Divestment, Sanction, donc qui s'appelle Boycat, comme un petit chat. Donc, la troisième, c'est Boycott X, qui nous permet aussi de boycotter pour d'autres causes que la palestinienne. Écoute, on le saura. Je vais aborder ce sujet pareil pour les 3 solutions, les 3 habitudes. Je l'ai abordé dans les écoles primaires au Saguenay. Il y en a 3 grandes, on l'a dit, le boycott, on va pas forcément revenir dessus, on a bien tergiversé. Il y a aussi sensibiliser. Oui. Là, ce qu'on est en train de faire, le discours, si par exemple, il y a une personne d'extrême droite qui est pas raciste, mais si quand même, et ne pas couper le dialogue net, parce que si vous la sensibilisez pas, personne ne le fera. Oui. On dit souvent, je parle pas aux cons, ça les rend intelligents, mais parlons aux cons, rendons-les intelligents et sauvons la planète, sauvons le monde. Parce que si justement on essaye il y a les cons, il y a nous qui avons raison, on n'avance pas ensemble. On avance avec notre petite team qui ont compris la vie, et du coup la masse, elle l'a pas compris la vie. Donc c'est important de l'éduquer, cette masse aussi, et même au quotidien, vos parents, de manière générale, essayez de parler, vous avez vu ce qui se passe au Soudan, à Madagascar, essayez de parler au quotidien des enjeux mondiaux, de la Palestine, là en l'occurrence de Gaza, le génocide et tout. Nous on a une responsabilité, venez, on va plus à Carrefour en France par exemple, parce qu'ils en ont là-bas, et venez, nous aussi on essaye d'avoir notre petit impact à notre échelle au moins. Donc boycotter, sensibiliser et agir. Oui. Agir, c'est le principal, on le disait au début, ça part de nos convictions, mais c'est ce qui nous rend déjà le plus puissant, le plus crédible. Et au quotidien, ça va nous amener une sérénité. Quand on va dire qu'est-ce que je fais, moi, je participe à tel mouvement comme Saguenay Palestine, comme le podcast Agir Maintenant, comme X, comme se renseigner au quotidien. Quel genre de groupe vous pouvez rejoindre autour de vous? Et s'il y en a pas,
créez-le. Exactement. C'est bien beau. Maintenant, on sent que ce conflit, c'est quand même le produit d'une société malade. Je le dis beaucoup parce que je suis un petit peu révolutionnaire. Avec cette vague d'extrême droite, ces riches qui s'enrichissent de plus en plus. Et quand je dis riches, je parle au-delà du milliard. Comment on réagit face à une société comme celle-ci? C'est une question assez difficile, si on veut, mais en fin de compte, c'est les milliardaires qui sont, si on veut, l'ennemi du peuple. Ils nous mettent tous les uns contre les autres, alors que c'est nous qui avons plus de similarités versus eux qui ont tout et qui veulent encore plus. Donc pour eux, on est des petites mouches, là. On n'est vraiment rien. On est ceux qui vont les enrichir. Et nous, ce qu'on dit, c'est arrêtons de les enrichir. Enrichissons les nôtres, le peuple, les gens d'ici, les gens du Québec. Ouais, c'est bien dit. Ouais, on ne dit pas que tous les milliardaires sont mauvais, mais quand tu fais passer tes intérêts financiers avant le bien commun, oui. Eh ben, ça amène vraiment une forme de réalité qui est pas forcément la bonne. Oui. Donc, pour sauter face à ça, eux, ils contrôlent un peu la société, en tout cas celle politique. On le sait, ils financent des campagnes ouvertement aux États-Unis. En France, quand tu finances pas une campagne, mais que t'as des médias qui parlent de ton parti en bien, c'est un peu la même chose. Et donc, il y a une forme de risque du militantisme. Je sais pas si toi, au quotidien, tu l'as vécu, mais même ici au cégep, je sens déjà un petit peu le vent tourner. Les gens ont peur de s'investir, ont peur d'agir parce que ils savent qu'il y aura des répercussions. Beaucoup d'humoristes en ont subi des conséquences. Oui. Toi, comment tu te situes face à ce risque du militantisme? En fait, je me dis que c'est toujours moins pire qu'un génocide. Je me dis que c'est toujours moins pire qu'un génocide. Tu sais, moi, je vis ici, j'ai toujours vécu ici. Tu sais, comme, mon but, c'est de faire changer les choses. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive, ben, au moins, j'ai agi comme moi, je veux. Tu sais, je veux devenir la personne que j'aspire. Je sais pas. Non, je comprends, mais de ses convictions. Ouais. Avant ce qu'on risque. Genre être soi-même, puis ensuite, c'est pas parce que j'invente, hein. Imaginons je suis gay sous le nazisme. Ouais. Je peux pas ne plus devenir gay et parce que bon, il y a le nazisme, c'est bien. Non, j'ai une volonté d'avoir un impact social parce que je pense que c'est nécessaire comme toi. Mm-hmm. Je peux pas ne plus penser et vouloir parce que je sais que je risque des problèmes. Oui. On le dit et tu l'as très bien dit, il y a des enfants qui meurent. Exact. Donc il faut savoir relativiser. Oui. Mais ça fait peur. Il y a des humoristes comme Guillaume Meurice et d'autres en France, Blanche Gardin aussi, qui ont subi ce cancel parce qu'on a une société un petit peu passionniste, mais dirigée par une oligarchie financière, souvent du côté de l'armement, du sionisme, souvent très très majoritairement. Pour rester poli. Maintenant, comment vous encourager ton mouvement, comment on peut justement essayer de vous donner un petit coup de pouce, vous aider au quotidien? Ben, c'est sûr que vous pouvez nous suivre sur Saguenay pour la Palestine, autant sur Facebook qu'Instagram. Sur Instagram, c'est vraiment le Saguenay 4 Palestine. Donc, pour diminuer, c'est Saguenay for Palestine. Vous pouvez nous envoyer un message, on répond vraiment très vite. On est ouvert à faire des collaborations là, avec des organismes, des organisations. Vraiment, là, n'hésitez pas à nous contacter. Si tu es un artiste, un étudiant, un travailleur et que tu penses que tu peux nous aider, envoie-nous un message. Nous, on est vraiment très heureux. Là. Par exemple, si tu es un artiste et tu veux faire une affiche, si tu es en communication et tu sais que tu peux bien promouvoir le mouvement, n'hésitez vraiment pas. Ben voilà, vous savez, Saguenay 4 Palestine. Parce que si on cherche juste Saguenay Palestine, on ne vous trouve pas. J'ai des amis qui étaient très gauche, j'ai cherché quand je suis arrivé, je savais pas ça existait. Oui. Donc j'ai renvoyé, mais maintenant vous savez, voilà. Et même vous de votre côté aussi, essayez de créons ensemble justement ce mouvement et aussi chacun de votre côté, vous pouvez créer des sous-antennes d'Agir Maintenant et qui sont reliées justement aux différents enjeux parce que on a tous un devoir d'agir maintenant. Maintenant, on va aborder cette vision, ce futur. Pour vous, Saguenay-Palestine, c'est quoi le futur? C'est quoi la vision de la suite? Nous, notre vision, c'est de faire
des collaborations avec des organismes du Saguenay, des gens du Saguenay, de mener des campagnes beaucoup plus fortes et avoir un plus grand impact. On aimerait organiser des événements là, d'information sur la Palestine, mais aussi sur d'autres choses comme la situation au Soudan, les Ouïghours, les Rohingyas. Donc vraiment être... c'est ça, sur beaucoup de choses. Faire des marchés pour la Palestine aussi, pour financer le mouvement. C'est sûr qu'en ce moment, il y a peu de gens qui sont impliqués. Donc, on espère là, pouvoir reach out à beaucoup plus de monde pour qu'ils fassent partie du mouvement. Puis qu'on devienne vraiment un indispensable, si on veut, le Saguenay. Hâte de voir ça, alors hâte de voir ça. On va passer à la petite partie finale. Comme d'habitude, la citation du jour. Celle d'aujourd'hui, c'est « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie ». Je sais pas si tu la connaissais. Elle est de Mahmoud Darwish. C'est un Palestinien qu'on appelle ça philosophe. Oui. Poète. Poète, oui, c'est ça. Poète, ma bad. Le film du jour, vous l'aurez compris, aujourd'hui, il n'y avait pas Ryan. J'ai oublié de le dire au début, mais il n'était pas disponible. Et c'est 5 caméras brisées. Normalement, il est en anglais. Vous allez le trouver gratuitement sur Internet. En anglais, ça se dit comment, 5 caméras brisées 5 broken cameras. I guess. Mais bon, vous cherchez 5 caméras brisées. Il a eu quand même pas mal de succès sur YouTube. Il est gratuit, il est complet. Donc, on voit vraiment que c'est une volonté de juste sensibiliser. Et juste, déjà. Il y en a d'autres. Je mets aussi The Gatekeepers. Je sais pas si tu connais. The Gatekeepers? Yes. Ok, oui, parfait. Ça parle de les militaires israéliens, comment justement ils attaquent, et c'est plus spécifique. Je les ai pas vus, mais je vais m'empresser de voir le premier 5 caméras brisées, puis ensuite celui-là. Et un petit dernier, c'est Born in Gaza. Oui. Je sais plus si c'est de plusieurs, je pense, producteurs différents, parce que ça suit différents enfants à chaque fois. Mais celui-là aussi, j'ai regardé la bande-annonce il y a pas longtemps. Oui. Naturellement, il est dans ma suite. Et il y a Farah aussi, de Darwin J. Salma. Oui. Mais toi, si t'as un conseil de livre, de film, vas-y, envoie-nous tout. Ben, sincèrement, j'allais recommander Born in Gaza, tout simplement parce que on se met dans la peau d'un enfant à Gaza et on vit un peu sa réalité en dedans de quelques minutes, quelques heures, mais c'est assez pour te changer complètement. Donc, voilà. Pour le long terme, je comprends. Des livres aussi ou... Il y en a énormément, mais j'en ai pas préparé pour aujourd'hui. Excuse-moi, je t'ai piqué ton scoop. Mais ouais, non, regardez ça. Pour être honnête avec vous, moi, c'est un documentaire sur Arte sur Gaza qui m'a un petit peu... chamboulé et qui m'a justement un petit peu mis un coup de pied au cul en mode il faut agir, t'as un petit privilège dans ta petite vie, maintenant il s'agirait de laisser ce privilège aussi aux autres. Maintenant, le mot de la fin, je t'en prie. Ben merci beaucoup d'avoir écouté et vive la Palestine libre. Écoute, merci beaucoup Sarah de nous avoir rejoints aujourd'hui ici. Merci à vous aussi d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour qu'on s'améliore. C'est encore le début, vous l'auriez compris. Mais si on peut justement avoir de la force, des likes, du partage, allez-y, donnez-nous tout ce que vous pouvez. On va essayer d'avoir encore plus d'invités dans ce style-là parce que c'est exactement ce qu'on recherche. Et puis n'hésitez pas à nous donner des idées d'invités ou quoi d'autre. Et puis, oubliez pas, incarnez le changement que vous voulez voir, tout simplement.